Le vent balayait les rues de terre rouge alors que la nuit tombait sur Ouagadougou, apportant avec elle une inquiétude qui flottait comme une brume dans les ruelles les plus silencieuses. Les vendeurs rangeaient déjà leurs marchandises, les lumières des lampions vacillaient dans la brise, et l'odeur du bois brûlé se mêlait au murmure lointain d'un peuple en attente perpétuelle. Dans ce décor marchait Ibrahim Traoré, d'un pas assuré, le regard vif, mais portant sur ses épaules le poids de celui qui connaît de près la douleur des opprimés et l'espoir des oubliés. Il n'était pas seulement le président, le commandant ou le symbole. Il était, avant tout, un homme prêt à écouter le silence, à descendre jusqu'au sol des places où se déroule la véritable lutte, celle qui ne fait pas les gros titres. Cette nuit-là, quelque chose de différent guidait ses pas. À chaque coin de rue, Ibrahim sentait qu'un événement l'attendait, une histoire encore non racontée. Le ciel sombre, parsemé d'étoiles, semblait l'observer avec complicité, comme s'il savait que, derrière cette démarche simple, une nouvelle page de résilience était en train de s'écrire, une de celles qui changent les destins. C'est à l'intersection de deux rues, entre le marché presque vide et une modeste boulangerie, que Traoré entendit un sanglot discret, timide, presque étouffé par le bruit lointain des motos. Il s'arrêta, observa, et remarqua, adossé à un mur, une petite silhouette tremblante de froid et de peur. C'était un enfant, pas plus de 8 ans, vêtu de vêtements usés, les yeux grands brillants dans l'obscurité, mais le visage marqué par la fatigue et l'abandon. Sans dire un mot, Traoré s'approcha, s'assit à côté de l'enfant, respectant le silence, comme quelqu'un qui comprend que, parfois, le plus grand geste est simplement d'être là. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Seul le temps passa, lentement, respectant la douleur et la méfiance qui se mêlaient dans le regard du garçon. Ce fut Traoré qui rompit le silence, d'une voix douce, presque un murmure. « Comment vous appelez-vous, petit guerrier ?» L'enfant hésita, regarda autour de lui comme s'il craignait l'ombre, et répondit doucement. « On m'appelle Yacouba. » La voix était tremblante, mais au fond, il y avait une étincelle, un fil d'espoir, comme si ce simple geste, quelqu'un qui se soucie, était déjà un miracle. Ibrahim ôta son manteau et le posa sur les épaules du garçon, le protégeant du froid et du monde. « Aujourd'hui, vous n'êtes plus seul, Yacouba, » dit-il, regardant l'enfant dans les yeux, comme s'il plantait une promesse dans son cœur. Au fil de la conversation, Traoré découvrit que Yacouba était perdu depuis des jours, séparé de sa mère lors d'un tumulte au marché central. La famille était venue de l'intérieur du pays pour chercher du travail, mais la ville, grande et impersonnelle, avait englouti leurs rêves. Pourtant, le garçon portait un regard différent. Il y avait là quelque chose de caché, une force subtile, presque imperceptible, mais qu'Ibrahim reconnut immédiatement. Le don de ceux qui résistent, qui survivent, qui transforment la douleur en graine. Voyant l'état du garçon, affamé, sale, épuisé, Traoré l'emmena dans un centre d'accueil voisin où des enfants et des mères recevèrent du soutien. Là, sous une lumière tamisée, alors qu'il mangeait lentement une assiette de riz, Yacouba semblait encore méfiant face à la bonté de cet étranger. Mais une question changea tout. « Qu'est-ce qui vous rend heureux, Yacouba ?» La réponse tarda, mais elle vint, chargée de vérité. « J'aime écouter les sons. J'entends tout. Je sais quand il va pleuvoir avant la pluie. J'entends même ce qui est loin. » Ibrahim comprit alors que le garçon n'était pas seulement sensible. Il avait un don rare, une oreille affûtée, un talent caché pour percevoir des sons et des rythmes que personne d'autre ne remarquait. Le lendemain, Traoré décida d'aller plus loin. Il emmena Yacouba dans un centre culturel du quartier, où des musiciens répétaient avec des tambours, des koras et des flûtes. D'abord timide, le garçon resta en retrait, observant. Mais lorsqu'un musicien perdit le rythme, ce fut Yacouba qui, presque sans le vouloir, se mit à frapper des mains sur son genou, suivant parfaitement la cadence. Les musiciens se regardèrent, surpris. Ibrahim, attentif, sourit. Il demanda à Yacouba d'essayer de jouer. Hésitant, le garçon prit un petit djembé, et ce qui suivit fut magique. Ses doigts trouvèrent le rythme exact, créant des mélodies et des battements comme s'il avait toujours joué, comme si la musique était en lui depuis sa naissance. La salle se remplit de silence, suivi d'applaudissements. Pour la première fois,
Yacouba sourit sincèrement, les yeux brillants non pas de peur mais de fierté. Traoré s'agenouilla devant lui et dit « Ne laissez plus jamais personne vous dire que vous n'avez pas de valeur. Ce que vous portez est un don, un héritage que le monde doit découvrir. » Les enfants autour s'approchèrent, touchant les épaules de Yacouba, l'acceptant comme membre de la tribu invisible des talentueux et courageux, même lorsque le monde persiste à nier leur existence. La nouvelle du garçon des sons se répandit rapidement dans le quartier. Des mères et des pères commencèrent à poser des questions sur lui. Des musiciens vinrent de loin pour entendre son rythme. Mais tout n'était pas une fête. Les retrouvailles avec sa mère, lorsqu'elles eurent enfin lieu, furent dramatiques. Elle arriva en pleurs, désespérée, pensant avoir perdu son fils pour toujours. Quand elle vit Yacouba aux côtés de Traoré, jouant du tambour, elle ne savait pas si elle devait remercier ou réprimander. Il fallut qu'Ibrahim intervienne, expliquant tout ce qu'il avait vu dans le garçon, montrant qu'il y avait là plus qu'une histoire de perte. Il y avait une graine d'avenir, d'espoir, de rédemption familiale. Mais, comme toute histoire de résilience, des défis surgirent. Le propriétaire du marché où Yacouba avait été trouvé n'apprécia pas l'attention médiatique. Il se sentait exposé, accusé de négligence, et commença à répandre des rumeurs selon lesquelles Traoré utilisait les enfants pour se promouvoir. Certains membres du gouvernement local commencèrent également à se méfier, pensant que ce geste de Traoré était, en réalité, un défi à l'ordre établi, une menace à l'équilibre fragile des apparences. La pression monta. Des journaux à sensation publièrent des gros titres déformés, remettant en question les motivations du président à s'impliquer si directement dans des affaires mineures. La même semaine, les autorités organisèrent une réunion publique pour clarifier l'épisode. Ils voulaient exposer Traoré, l'accuser de populisme, mettre son image à l'épreuve devant une foule. Cependant, ce qui allait suivre changerait tout et transformerait non seulement la vie de Yacouba, mais aussi la ville entière. Le matin de la grande rencontre, la place était bondée. Le soleil n'avait pas encore percé les nuages, mais on ressentait déjà le poids des regards de toute une communauté, mêlée de curiosité, d'indignation et d'espoir. Des hommes en costume, des autorités locales, des journalistes pressés, des mères avec leurs enfants dans les bras, des jeunes artistes et des anciens aux mains calleuses, tous s'entassaient, formant une mer de visages impatients d'obtenir des réponses. Au centre, une petite scène improvisée, entourée de cordons de sécurité, attendait la présence d'Ibrahim Traoré, qui, malgré toute la pression, arriva sans escorte, marchant parmi le peuple comme si chaque pas était un gage de confiance en la vérité qu'il portait. Les premières minutes furent tendues. Les représentants du gouvernement prirent la parole, tentant d'imposer le ton de l'événement. « Nous devons maintenir l'ordre et garantir que chaque action soit responsable », déclara l'un d'eux, lançant des regards sévères à Traoré. Le propriétaire du marché, gonflé d'orgueil par le micro, tenta de se défendre. « Nous ne pouvons tolérer que des rumeurs détruisent notre réputation. » Le brouhaha s'intensifiait. Les journalistes cherchèrent la phrase choc, la contradiction, le scandale. L'atmosphère semblait sur le point d'exploser. Mais lorsque Yacouba apparut, tenant la main de Traoré, un silence s'abattit sur la foule comme un voile. Le garçon semblait effrayé, mais il ressentait la sécurité de cet homme à ses côtés. Le peuple comprit. Ce n'était pas seulement une histoire d'abandon, c'était une histoire de sauvetage. D'une voix ferme mais empreinte d'émotion, Traoré prit le micro. Il ne fit pas de longs discours, ne cita ni loi ni titre. Il parla en tant qu'homme, en tant que père, en tant que quelqu'un qui comprend la valeur de l'empathie. Ce qui nous rend grands, ce n'est pas le pouvoir que nous avons, mais le soin que nous apportons aux plus petits d'entre nous. Chaque enfant invisible porte en lui l'avenir de notre nation. Si nous n'écoutons pas leur voix, si nous ne leur donnons pas d'espace pour leur talent, nous perdrons non seulement des personnes, mais des destins. La foule resta silencieuse, touchée par le poids de chaque mot. Les adversaires tentèrent d'interrompre, mais ils furent étouffés par les murmures d'approbation qui grandissaient parmi le peuple. Puis, sans prévenir, Traoré invita Yacouba à monter sur scène et demanda aux musiciens d'apporter des instruments. Le garçon hésita, mais le regard encourageant de Traoré suffit. Avec des mains encore tremblantes, Yacouba commença à jouer. D'abord une pulsation timide,
Puis le rythme prit de l'ampleur, jusqu'à ce que toute la place se joigne à cette musique. Des mères tapant des mains, des enfants dansant, des jeunes souriant. Ce n'était pas seulement une performance. C'était un cri de résistance, un manifeste pour la dignité des oubliés. Lorsque la dernière note résonna, la place explosa en applaudissements. Des larmes coulaient des yeux de la mère de Yacouba, qui courut vers son fils et l'enlaça avec force, comme si elle retrouvait enfin une partie de son âme. Face à cette scène, même les critiques se turent. Aucun argument politique ne pouvait effacer la vérité de ce que tous venèrent de voir. Le propriétaire du marché, gêné, baissa les yeux. Le représentant du gouvernement bafouilla, incapable de maintenir ses accusations. Le peuple, ému, comprit que la justice, parfois, se fait par des gestes simples, et qu'une vie sauvée peut transformer une ville entière. Ibrahim Traoré serra Yacouba dans ses bras, levant le bras du garçon pour que tous le voient. « Ce n'est pas seulement lui qui gagne aujourd'hui, c'est nous tous », déclara-t-il, tandis que les applaudissements se renouvelaient. L'impact fut immédiat. Ce soir-là, les radios et les télévisions racontèrent l'histoire du garçon perdu et du président qui refusa de détourner les yeux face à la souffrance. Les réseaux sociaux explosèrent de messages de soutien. Les vidéos du moment devinrent virales, et le nom de Yacouba devint un symbole d'espoir pour des milliers d'enfants anonymes. Des organisations culturelles contactèrent la famille pour offrir des bourses d'études en musique. Le centre culturel, autrefois peu fréquenté, devint un lieu de rencontre pour les jeunes aux talents cachés, et Ibrahim tint à y participer, encourageant chaque histoire, chaque nouveau départ. Mais les défis ne cessèrent pas. Quelques jours plus tard, des nouvelles d'autres enfants disparus, d'autres familles, brisées par la même inégalité, émergèrent. Ibrahim, inspiré par son expérience avec Yacouba, lança un programme national de recherche active, impliquant les communautés, les écoles et les leaders religieux. Ce n'était pas une politique pour faire les gros titres, c'était un engagement de cœur, un pacte de sauvetage collectif. Il tint à visiter personnellement les quartiers modestes, à s'asseoir avec des mères angoissées, à écouter des récits de douleur et d'espoir, inspirant des volontaires à regarder dans les yeux chaque enfant oublié. Pendant ce temps, Yacouba s'épanouissait. Son talent fut reconnu par des maîtres musiciens, qui décidèrent de le former, non pas comme un prodige de cirque, mais comme un fils de la tradition, capable de perpétuer l'héritage musical de son peuple. Chaque note, chaque rythme appris était aussi un nouveau chapitre dans l'histoire d'une famille, qui peu à peu se reconstruisait. La mère, autrefois abattue par la perte, souriait désormais en voyant son fils gagner du respect, des amis, des rêves. Les voisins, autrefois indifférents, commencèrent à aider. Un panier alimentaire par-ci, un livre par-là, un regard vigilant toujours. L'histoire de Yacouba toucha également Traoré lui-même. Une nuit, assis à côté du garçon, il se confia. « Parfois, je pense qu'il faut plus de courage pour aimer que pour lutter. » Le garçon, sans comprendre la profondeur des mots, répondit par un sourire timide mais sincère, disant simplement « Vous m'avez trouvé quand j'en avais le plus besoin. Je n'oublierai jamais. » À cet instant, Traoré comprit. Le véritable leadership ne se mesure pas par les titres ou les victoires, mais par la capacité à transformer des destins individuels, même un à la fois. La fin de ce parcours fut marquée par un événement symbolique. Sur la place centrale de la ville, un grand spectacle musical fut organisé, réunissant des enfants de diverses communautés, des artistes locaux et des autorités. Traoré, simple comme toujours, s'assit parmi le peuple, sans privilège. Juste un parmi ceux qui croient en la force du collectif. Lorsque Yacouba monta sur scène, désormais confiant et heureux, il fut accueilli comme un héros. Il joua, chanta, sourit, et à la fin, dédia la musique à sa mère, à Traoré et à tous les enfants qui attendent d'être vus. Le public se leva, ovationnant le garçon, et célébrant non seulement son talent, mais aussi la résilience, les retrouvailles et l'espoir renouvelé. Au milieu de la fête, une vieille femme s'approcha de Traoré et lui dit « Aujourd'hui, vous avez sauvé plus qu'une vie. Vous avez sauvé notre foi en des jours meilleurs. » Il se contenta de sourire, remerciant en silence, car il savait que les plus grandes victoires sont celles qui se produisent loin des projecteurs, dans les batailles quotidiennes menées au fond du cœur. Avec la musique résonnant dans la ville, des familles entières rentrèrent chez elles avec plus que des souvenirs.
Elles emportèrent la certitude que, même dans les nuits les plus sombres, il suffit d'une main tendue pour rallumer la lumière de l'espoir. Et ainsi, Ouagadougou s'endormit sous un nouveau climat, celui de la confiance, de la fierté, de la possibilité réelle de changement. Ibrahim Traoré, en marchant dans les rues cette nuit-là, savait qu'il restait encore beaucoup à faire. Mais il savait aussi que, tant qu'il y aurait du courage pour agir et de la compassion pour écouter, aucun enfant n'aurait à affronter la solitude de l'abandon. Le lendemain matin, Ibrahim Traoré rendit visite à Yacouba et à sa mère, n'apportant avec lui qu'un sourire et la certitude d'avoir accompli le devoir le plus noble, voir là où le monde ignore, écouter là où règne le silence. Le garçon, désormais partie prenante d'une nouvelle histoire, serra Traoré dans ses bras avec force, disant doucement « Merci d'avoir cru en moi ». À cet instant, quelque chose changea pour toujours. Une vie fut restaurée, une famille renaquit, et toute une communauté apprit que, parfois, un simple geste d'humanité suffit à transformer le destin d'une nation entière. Et l'espoir, enfin, rendit son sourire à tous.